Bien le bonjour à vous tous, bienvenue dans cette nouvelle leçon. Bien sûr, mes leçons destinées au lycée ou bien au collège sont toutes expliquées en arabe et en français. Alors, selon vos affinités, selon votre niveau, choisissez la bonne langue. Avec vous. Bon, aujourd'hui nous allons étudier le poème de Mendelob. Le recueil sont les contemplations et le poète c'est Victor Hugo. Voilà le poème. Bien, donc avant s'il vous plaît, avant de commencer à analyser ce poème, je vous demanderai d'abord de voir la vidéo concernant la versification, parce que je ne vais pas expliquer longuement les éléments de versification qu'on va extraire de ce poème. Bien, alors, première chose qu'on va voir, bien sûr, c'est un rappel, un très très bref rappel, de ce que c'est qu'un vers. Le vers, c'est la ligne en prose. La prose, c'est l'écriture normale. Donc, la ligne en prose ne s'arrête qu'à la fin de la ligne, ou bien à un point final. Bien. Alors, la ligne dans la poésie s'appelle un vers et elle a une mesure, ce qu'on appelle un mètre. On la mesure par des syllabes. Bien. Un ensemble de vers qui constitue un tout, bien une partie du poème. En général, il est séparé par un alinéa, par une ligne vide ici, une ligne vide après. Donc, on l'appelle une strophe. Mais il y a des strophes de 2 vers, des strophes de 3 vers, de scènes détercées, et il y a des strophes de 4 ou bien 5 ou bien 6 vers. Bon, la strophe qu'on a ici, c'est une strophe composée de 4 vers, et on l'appelle un quatrain. Donc si on dit un quatrain, c'est une strophe spécifique, c'est seulement 4 vers. Mais si on dit une strophe, ça peut être de n'importe quelle mesure, tant que ça constitue une partie isolée dans un poème. Bien, alors s'il vous plaît, faites l'analyse des rimes du poème, du premier quatrain. Prenez le premier quatrain et vous en faites l'analyse des rimes. En déterminant, vous allez déterminer le type des rimes, le genre des rimes et la qualité des rimes. Bon, c'est clair? Voilà le premier quatrain. Type, genre, qualité de rime. S'il vous plaît, c'est expliqué dans la leçon concernant la versification. Alors, revenez la voir si vous ne l'avez pas déjà fait. Maintenant, je vais vous donner les réponses. Vous arrêtez la vidéo et répondez à la directive ou bien aux directives. Bien alors, les types des rimes, ici, ce sont des rimes croisées. Donc, vous voyez la première comme la troisième et la deuxième comme la quatrième. Je rappelle, ce n'est pas l'écriture qui nous intéresse, c'est le son, c'est la prononciation. Donc, on a agne, agne, et on a tant, tant. D'accord? On a la même prononciation, le même son, et les mêmes sons. Alors, le premier comme le troisième, deuxième comme quatrième, sont des rimes croisées. Bien alors, les premières rimes, les rimes en rouge, ce sont des rimes féminines. Donc là, c'est vraiment très simple. Les rimes féminines, ce sont des rimes qui se terminent par un E. Et le E, à la fin du vers, il est toujours muet. D'accord? Bon, et les deuxièmes rimes, ce sont des... Ah, je m'excuse, j'ai oublié, j'ai fait un copier-coller et j'ai oublié de corriger ça. Alors, agrandissons ça pour bien cacher. Parce qu'on veut toujours cacher ce dont on a honte. Bien, alors, ces rimes-là, on les appelle des rimes alors je m'excuse s'il vous plaît, ce sont des rimes
masculine. Donc, alors, les rimes féminines se terminent par un E muet. Les rimes masculines, c'est le contraire, ne se terminent pas par un E muet. Donc, je ferme et je réouvre. Alors, le genre... ah oui, donc là, c'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Excusez-moi. Ici, bien sûr, c'est, comme je viens de vous le montrer, de le demander, c'est la qualité des rimes. D'accord? Bien. Alors, la qualité, c'est pauvre, un seul son, suffisante, 2 sons, riche, 3 sons. Si on prend Annie, si on veut écrire selon le son, ce sera A, mieux. Donc, c'est ce qu'on appelle la transcription phonétique. D'accord? Bon, ça ne vous intéresse pas, d'accord? Vous n'avez pas à comprendre ça. Mais lorsqu'on écrit seulement les sons, vous voyez, on a écrit combien de sons? On a écrit seulement 2 sons. Ce qu'on appelle des phonèmes. Phone, quelque chose qu'on entend. Donc, j'ai ici 2 sons. Ce sont des rimes suffisantes. Et si on vient au deuxième, alors là, j'ai ton, d'accord, t et en. D'accord. Alors on a 2 sons. Alors les 2 rimes sont suffisantes. Bon, maintenant, s'il vous plaît, faites la syllabation. D'accord? Faites la syllabation de ce premier quatrain. Arrêtez la vidéo. Moi, je passe tout de suite. Arrêtez la vidéo. Bien. Alors, je m'excuse, je reviens un petit peu en arrière. Voilà. Mais, qu'est-ce que je suis en train de faire? Voilà. Donc, voilà la syllabation de ce vers. D'accord? Et je vais passer au numéro que vous avez vu pour vous expliquer pourquoi on a certains phénomènes ici. Alors, vous voyez ici, j'ai le E. D'accord? Alors, s'il vous plaît, pour le E. D'accord? Bien. Lorsqu'un E est suivi d'une ponctuation, ce qu'on appelle une pause, vous écrivez le E, mais vous ne le comptez pas. Lorsque vous voulez compter, vous faites comme s'il n'y a pas de E ici. D'accord? Donc, la même chose, lorsque le E est suivi d'une autre voyelle. D'accord? Et lorsque le E se trouve à la fin du vers. Alors vous voyez, si je veux maintenant, j'ai l'aube. Si je compte le E, ce sera l'o, une syllabe, ou B, une syllabe. L'aube. Mais c'est une règle en poésie. Lorsque j'ai le E plus une pause, je prononce l'aube, parce que je m'arrête là. Il y a des personnes qui prononcent demain dès l'aube, mais c'est vraiment pas la bonne prononciation, c'est pas la règle. Si vous voulez lire selon les règles, vous allez lire comme ça: demain dès l'aube. Vous vous arrêtez parce qu'il y a une pause. À le roux. Le roux. Vous ne dites pas à l'heure où. Donc c'est pas la bonne prononciation. D'accord? À l'heure où. Blanchi. La campagne. Vous ne dites pas campagne. D'accord? Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, bon, j'explique le deuxième phénomène. D'accord? Donc là, j'ai le E, il ne compte pas. Et ici, j'ai le E, il compte. Pourquoi? Parce que le E est suivi d'une consonne. Alors, E, suivi d'une pause. Ou bien E, suivi d'une voyelle. Ou bien E, à la fin d'un vers.
D'accord? Donc, ce E-là ne compte pas. C'est ce qu'on appelle un E muet. Il n'a pas de voix. Il n'a pas de son. Le deuxième E, c'est ce qu'on appelle un E tonique. Ça vient du ton. Et le ton signifie le son. D'accord? Donc, ce E, c'est un E qui a un son, qui est prononcé. D'accord? Il donne « je partirai ». Bon, s'il vous plaît, pour les Français, parce que j'ai quelques Français parmi mes abonnés et ceux qui me suivent. Donc, dans la langue orale, on a un phénomène qui s'appelle l'économie. Alors, dans la langue orale, on ne prononce pas toutes les lettres qui n'altèrent, qui ne changent pas le son. D'accord? Donc là, on ne suit pas la règle. Notre seule règle, c'est ça. C'est un son en plus, on l'élimine. Alors, dans la langue orale française, oui, vous trouvez des personnes qui disent « je partirai, je partirai ». D'accord, je partirai. Mais, c'est pas juste lorsqu'on veut lire correctement un texte en français. Un texte en français, ici, je ne dois pas lire « je partirai ». Non, je dois lire « je partirai », « je partirai ». D'accord? Donc, je suis obligé de lire le E, parce que c'est un E tonique. C'est la règle. Mais, dans la langue orale, même chez nous, les Arabes, bon, je vous donne un petit exemple. Nous, par exemple, on a hatta. Bon, c'est devenu hta. D'accord? Et c'est devenu ta. D'accord? Le he, on l'a effacé. Donc, pourquoi? Parce que pour nous, ça n'a aucune incidence sur le son. Donc, c'est un son en plus. D'accord? Et ce son en plus, on l'élimine. Bien. Alors, je partirai. Bon, maintenant, j'ai ici un phénomène, d'accord, j'ai souligné, j'ai trois répétitions de ce phénomène ici, voix, puis, et, loin, toi, je m'excuse, pour les gens d'arabe, j'ai dit qu'il y avait 2 ici, mais il y en a 3 ici. Donc, alors, vous voyez ici, voix, en règle en français, voix peut s'écrire de 2 façons, peut se prononcer de 2 façons. Je peux le prononcer voix. Je peux le prononcer voix. Alors si je le prononce voix, c'est une syllabe. Si je le prononce voix, ce sont 2 syllabes. Donc, ce phénomène-là, il s'appelle la synérèse. Et ce phénomène-là s'appelle la diérèse. Bien. Alors, comme vous pouvez le voir ici, tous les mots qui comportent ce phénomène, on le trouve dans le wa, dans le oui et dans le yen, comme bien ou bien tien ou bien. D'accord? Alors, ce sont les 3 les structures dans lesquelles on trouve la possibilité d'avoir une diérèse ou bien une synérèse. C'est wa, oui, yen. On en a 2 ici. D'accord? Et le troisième, c'est yen. Bon, alors, par exemple, puis, ce sera puis ou bien puis. D'accord? Bon. Alors, vous voyez, je n'ai pas compté 2. Si j'avais compté 2, j'aurais mis, d'accord, un slash ici et j'aurais compté 2 syllabes. Bien, c'est pas nous, les analystes ou bien les lecteurs, qui choisissons la diérèse bien la synérèse. C'est le poète qui nous impose d'opter pour la diérèse bien la synérèse. Bon, je vous explique tout simplement. Si j'ai ici 2 syllabes, bon, alors nous passons d'abord, je m'excuse, passons d'abord à la suivante. Donc, vous voyez, j'ai ici, d'accord, voilà, non.
différents. Donc, j'ai ici, dans tous les vers, on a 12 syllabes. Donc, si j'avais compté ici 2 syllabes, j'aurais ici 13 syllabes. Et ça, si j'avais compté ici 2 syllabes, 2, j'aurais 3 syllabes en plus et j'aurais 15. Et bien sûr, 15, ce n'est pas acceptable. On peut accepter dans un poème un vers de 13 ou bien 2 vers, un vers de 11 syllabes ou bien 2 vers, mais plus d'un ou bien de 2 vers, ou bien si j'ai plus d'une syllabe dans un vers, là vraiment on commence à rentrer dans de la mauvaise versification, d'accord. Le poète n'est plus bon, d'accord. Bon, alors voyez ici, nous sommes obligés d'opter pour la synérèse, d'accord. Et il faut noter une chose, je n'ai pas le droit de choisir diérèse dans un vers et synérèse dans un autre vers. Non, je dois opter pour le même mécanisme, pour le même choix dans tout le poème. Donc, si je choisis les synérèses, d'accord, et que j'ai tous les poèmes, ils ont 12, et j'ai un poème ou bien 2 poèmes qui ont 11, c'est vraiment acceptable. Pour la diérèse, si j'ai tous les poèmes, si je choisis la diérèse, je trouve que tous les vers ont 12 syllabes, un vers ou bien 2 ont 13 syllabes, ça aussi, c'est acceptable. D'accord? Bien. Alors, c'est bien sûr le jour de l'examen, c'est ce qui doit déterminer votre choix. Si le choix de la synérèse est celui qui vous garde le plus de régularité dans le nombre de syllabes, c'est la synérèse. Si c'est plutôt la diérèse qui vous permet d'avoir plus de régularité dans le compte des syllabes, le décompte des syllabes, c'est la diérèse. D'accord? Bon, je crois que c'est clair maintenant. Je vais passer maintenant à des pistes d'exploitation. Je n'ai pas vraiment expliqué le poème, mais on va faire quelques pistes d'exploitation. Donc j'ai le premier quatrain, et ce premier quatrain, donc le poème, il nous raconte le voyage, ou bien une visite rendue à quelqu'un, un rendez-vous avec quelqu'un. Donc ce rendez-vous, il commence par le départ. Le départ, il est tracé comme un rendez-vous, il est présenté comme un rendez-vous galant. Ce sont 2 personnes qui s'aiment, qui se rencontrent. Donc, vous voyez ici, je sais que tu m'attends. Ça nous donne la dimension du rendez-vous. Je ne puis demeurer, je ne puis rester loin de toi plus longtemps. Je dois te voir. Donc, si quelqu'un dit à quelqu'un qu'il doit le voir, qu'il ne peut pas rester plus longtemps loin de lui, bien sûr, cette personne est en manque d'amour. Donc, cette personne lui manque. Elle doit l'avoir à tout prix. Donc, c'est ce qu'il y a ici. Bien. De plus, notons, s'il vous plaît, dans un poème, il y a une grande relation entre la forme et le fond. Donc le fond ici, c'est un départ. Et la personne, elle marche. D'accord? J'irai. Elle voyage à pied. D'accord? Alors, la marche. Tout d'abord, ce qui nous rappelle, ce qui nous montre ici, ce qui nous... ce qui connote une ressemblance entre la forme et le fond, ici, c'est d'abord le choix des rimes croisées. Donc les rimes croisées, c'est, supposons que ça c'est le pied droit. Donc premièrement, c'est le pied droit qui est en avant. Ensuite, c'est le pied gauche qui est en avant. C'est le pied droit qui est en avant. C'est le pied gauche qui est en avant. Donc, lorsqu'on marche, qu'est-ce qu'on fait? On croise continuellement les pieds. D'accord? Alors,
Les rimes croisées ici nous rappellent la marche. Notons la figure de style qu'on a ici. Une répétition de je. Une répétition en début de vers, une répétition en début de ligne, une répétition en début de phrase, ou bien de paragraphe, ou bien cette répétition qui a un rythme, qui a une régularité, on l'appelle une anaphore. Donc l'anaphore, c'est une répétition régulière, et la marche, c'est une répétition régulière de pas. Quand on fait des pas réguliers, d'accord, et on les répète. Donc c'est ça la marche. Tout en croisant, bien sûr, ses pieds. Donc cette anaphore ici, qui est une répétition régulière, une répétition rythmée et rythmique, c'est un rappel de la marche. Plus, j'ai ici une autre figure de style qui s'appelle un parallélisme. Le parallélisme, c'est la répétition de toute une structure. Donc, supposons ça, c'est un pas. Et ça, c'est un deuxième pas. Donc, alors les pas ici, ils nous rappellent ça. Donc, la régularité est aussi rappelée par la composition du poème. 3, 4, 1. D'accord, des strophes de même mesure. Bien, la régularité est aussi supportée par le nombre de syllabes. Ce sont des alexandrins, c'est-à-dire des syllabes, des vers de 12 syllabes. Donc vous voyez, cette régularité, elle est vraiment retracée par tout ça. Bon, ensuite, voyez cette antéposition des compléments. Voilà le sujet, et voilà le verbe. Cette répétition du même complément. Premier complément circonstanciel de temps. Deuxième complément, alors je ferme et je rouvre. Bien, premier complément circonstanciel, deuxième complément circonstanciel, troisième complément circonstanciel de temps. Ils sont antéposés, mis avant le verbe, pour leur donner de la valeur. Donc lorsqu'on antépose quelque chose, lorsqu'on avance quelque chose au début, d'accord, c'est toujours pour lui donner de la valeur, pour la mettre en relief. Bon, alors, vous voyez ici cette insistance sur le moment du départ qui est tôt le matin, d'accord, avec la dimension du rendez-vous et avec une personne à qui sa bien-aimée manque. Ces trois choses nous donnent quoi? C'est une personne qui a peut-être mal dormi, qui se réveille tôt pour partir. Lorsqu'on part tôt, on part tôt pour deux choses. On part tôt parce qu'on est voilà, on est vraiment impatient. Ce mot m'a échappé et le voilà, grâce à Dieu. Donc, alors, deuxième cause, c'est l'éloignement de la place. D'accord, c'est une place éloignée, très loin. Bien, alors, bien sûr, dans notre poème à la fin, on va voir que ce sont les deux. D'accord, il est impatient de voir parce qu'il ne peut plus demeurer loin. D'accord, et à la fin, il est parti tôt le matin et il va arriver à la nuit tombante. Ce qui fait qu'il a passé toute la journée à marcher. D'accord? Bon, je crois que c'est le principal de ce qu'on veut voir dans ce premier quatrain. On passe au deuxième quatrain. C'est le voyage. C'est la route, si vous voulez. D'accord? Et elle est présentée comme une sorte de pèlerinage. Nous, je m'excuse, j'oublie d'ouvrir. C'est un logiciel gratuit qui s'appelle Point2Fix. Point2Fix sans être, d'accord, séparé. Point2Fix. Alors, j'écris
le nom. D'accord, ce logiciel, il s'appelle Pointo Fix et il est gratuit. D'accord, il est gratuit. Vous pouvez l'avoir gratuitement et vous voyez, c'est vraiment extraordinaire. Ça écrit sur l'écran. Donc, si vous voulez faire un tableau, bon, c'est simple. Vous affichez un tableau ici et vous écrivez sur l'écran et vous avez un tableau, d'accord. Je vois beaucoup de personnes qui expliquent directement sans avoir de PowerPoint ou bien d'autres choses, mais ces personnes avec Pointo Fix, elles peuvent faire ça très très simplement. Et vous voyez, il suffit de fermer pour effacer, d'accord, tout. Mais si vous voulez effacer, vous avez là la gomme, d'accord. Si vous voulez effacer une lettre ou bien deux ou bien quelque chose de spécifique, c'est la gomme. Donc, le voyage présenté comme un pèlerinage. Et le pèlerinage, c'est, bon, pour nous par exemple les musulmans, nous faisons un pèlerinage à la Mecque. Pour les chrétiens, d'accord, les juifs, ils font un pèlerinage à Jérusalem. Bon, maintenant, Al-Quds. Bon, alors maintenant, j'ai ici le pèlerinage, c'est quoi? C'est un voyage mystique. C'est un voyage dans lequel on a la méditation. On essaie de penser à Dieu, de penser à la création. D'accord, c'est ça la contemplation, bien la méditation. D'accord. Alors, cette dimension de voyage, on l'a déjà vue. D'accord. Maintenant, nous passons à la méditation. D'accord. Alors, vous voyez ici tout d'abord, il nous dit les yeux fixés sur mes pensées. Donc, généralement, une personne qui a des yeux fixés sur quelque chose, c'est une personne qui ne voit que cette chose. D'accord? Bon, elle est aveugle à tout le reste. D'accord? Oui, lui, il a les yeux fixés sur quoi? C'est sur ses pensées, sur le monde interne, ce qui nous donne ce qu'on appelle en littérature une dimension introspective. C'est une introspection. Lorsque la personne plonge au fond de soi pour se souvenir, pour analyser, pour, d'accord, s'autocritiquer, donc on dit qu'elle fait une introspection. D'accord. Donc lui, il est plongé dans ses pensées. D'accord. Donc, et il va insister sur cette idée sans rien voir dehors. D'accord. Alors, la vue sans entendre l'ouïe, et si on prend ces deux perceptions-là, ce sont les perceptions majeures grâce auxquelles on perçoit le monde externe. Donc, lui, il ne perçoit pas le monde externe. D'accord. Donc, après avoir montré ça, il nous décrit ce qu'il voit à l'intérieur de lui-même. Il se sent seul, inconnu. Il a le dos courbé. Et lorsqu'on a le dos courbé, c'est généralement pour deux raisons. Parce qu'on est vieux, ou bien parce qu'on porte quelque chose de lourd. Mais les mains croisées, cette insistance avec les mains croisées, c'est pour nous dire qu'il ne porte rien. D'accord. Ou bien que le fardeau qu'il porte est un fardeau psychique. Fardeau de la solitude. Fardeau de la tristesse. D'accord. Et il va insister sur le fait qu'il ne voit rien. D'accord. Il compare, c'est une comparaison, mais c'est une figure de style, il compare le jour à la nuit. D'accord. On va voir juste après que c'est un long voyage, mais lui il le décrit dans un seul quatrain. D'accord. Mais pourquoi un seul quatrain pour décrire un long voyage? Mais tout simplement parce que lorsqu'on est absent du monde externe, on ne se rend pas compte du passage du temps. Donc lui, il marche. C'est comme s'il est en dehors du temps. D'accord.
il va nous parler du temps du commencement, demain dès l'aube à l'heure blanchit la campagne, et il va nous parler du temps de l'arrivée. Mais pour le milieu, il était absent. Il ne se rendait compte de rien. Il ne voyait, ni n'entendait, ni ne percevait rien d'autre que ses pensées. D'accord ? Mais déjà, on commence à se poser des questions. Lorsqu'on va à un rendez-vous galant, lorsqu'on est vraiment impatient de voir quelqu'un qu'on aime, on n'est pas seul. On n'est pas triste. On est porté comme par des ailes, parce qu'on veut arriver. D'accord ? On est heureux. Peut-être un peu inquiet. D'accord ? Est-ce qu'on va trouver la personne ou bien non ? Mais pas seul et pas triste. Ici, on commence à se poser des questions. Pourquoi cette personne qui va à un rendez-vous, à une personne de qui il ne peut pas rester loin plus longtemps, pourquoi cette personne est-elle seule, est-elle triste, pourquoi a-t-elle le dos courbé, pourquoi a-t-elle les mains croisées, pourquoi le jour pour elle s'est obscurci, il est devenu une nuit. Donc c'est vraiment une description très péjorative ici, c'est un champ péjoratif, et ce son péjoratif, il nous montre un malheur, il nous présage un malheur. Bien, alors passons l'arrivée. Bien, nous allons voir très bientôt un genre poétique qui s'appelle le sonnet. D'accord ? Et dans le sonnet, je ne veux pas entrer dans les détails, on a deux sortes de structures du sonnet, pas de structure formelle, mais de fond. Alors, on a des sonnets, bon, le type qui nous intéresse, c'est le type le plus général. Un sonnet, il progresse vers une chute. Bon, je m'excuse, j'ai ici le mot chute que je dois corriger. D'accord ? Donc, il progresse vers une chute, et la chute, c'est quoi ? C'est un événement surprise. Alors, regardez s'il vous plaît. La chute, c'est une tombe, et vous tombez. Donc, alors, regardez, vous marchez dans un terrain égal, on a un trou, vous ne le voyez pas. D'accord ? Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous marchez, et soudain, vous tombez dans le trou, vous faites une chute. C'est ça la chute dans la nouvelle, on va voir les nouvelles comme au chant, et la chute dans le sonnet, d'accord, qui est un genre poétique, et ce poème, même s'il n'est pas un sonnet, il adopte cette technique de la chute. Bon, le long du poème, la personne avec laquelle le poète, le narrateur ici, a rendez-vous, c'est une personne vivante. Il lui parle. Il est impatient de la voir. D'accord ? Et on vient ici, qu'est-ce qu'on découvre ? On découvre que c'est une personne morte qui va mettre sur sa tombe des fleurs. D'accord ? Donc, ce n'est pas un rendez-vous avec une personne vivante, c'est un rendez-vous avec une personne morte. Bien sûr, on sait que cette personne est réelle pour le poète, c'est sa fille, je crois Léopoldine. Donc, tout le poème faisait diversion. Le poète ne voulait pas qu'on se rende compte, d'accord, qu'il va rendre visite à une tombe, et lorsqu'on découvre, non, vraiment, l'effet n'est que plus fort ici, d'accord ? Si au début il nous dit, je vais rendre visite à ma fille qui est morte, ou bien je vais déposer des fleurs sur la tombe de ma fille qui est morte, on n'est pas pris, il n'y a pas de suspense, nous n'avons plus rien à attendre, mais c'est vraiment une technique extraordinaire ici adoptée par Victor Hugo. Il nous laisse
ça jusqu'à la fin et nous le suivons, nous voulons découvrir qui est cette personne, qui est en même temps très chérie par le poète et qui est la cause de sa solitude et la cause de sa tristesse, la cause de sa vieillesse, si vous voulez, par bien du fardeau qui le rend comme un vieux au dos courbé. Bien. Alors, et à la fin, on découvre et on comprend très très bien, d'accord, pourquoi il est seul, pourquoi il est triste, pourquoi il a le dos courbé, pourquoi il veut voir sa fille. Bien, alors maintenant, oui, donc je dois s'il vous plaît vous faire une petite remarque, une petite figure de style. Ici, j'ai les voiles. Les voiles, ce sont des parties d'un bateau. Harfleur, c'est une région française, c'est un port français. Donc, alors, les voiles ici, le poète nous dit les voiles, mais il veut dire les bateaux au loin descendant. Donc, il veut désigner les bateaux et il les désigne par une partie. Cette technique s'appelle, cette figure de style s'appelle une synecdoque. Donc, nous avons vu aujourd'hui la synecdoque, nous avons vu l'anaphore qui est une répétition rythmique et nous avons vu le parallélisme qui est la répétition d'une structure. Bon, par expérience, la meilleure façon de comprendre ces choses-là, ces faits de langue, c'est lorsqu'on les présente séparément dans les poèmes. Chaque fois qu'on a un poème, on présente quelque chose. Donc, il me reste à vous parler simplement de l'énumération. C'est une répétition aussi, c'est une figure d'amplification pour insister sur le son lorsqu'il dit seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste. Donc, qu'est-ce qu'il fait ici? Il énumère. Il compte, il fait le compte de plusieurs caractéristiques, qui n'ont aucun ordre entre elles. Si elles ont un ordre, ce sera d'autres figures de style, mais là, il n'y a pas d'ordre, entre ces choses, il les énumère, un point, c'est tout. Donc, je crois qu'il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine. Je vous souhaite bonne chance et que Dieu vous garde.